Merci beaucoup, mesdames, messieurs, et puis chers alumni et chers amis. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis très heureux, comme toujours, en tant que délégué général de l'association de Sciences Po Alumni, de vous retrouver en ligne ce soir. Alors, on se retrouve autour de Pierre Duquesne, qui est président de la Fondation Amnesty International, et qui vient nous parler de la collecte de fonds pour des bonnes causes du global au local. Et ce choix, non pas du local au global, a un sens. Et Pierre Duquesne nous dira pourquoi. Alors, Pierre, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos participants que vous êtes un diplômé de Sciences Po, un alumnus Ecofi 75, et que vous êtes également passé par l'ENA en 1980. Vous êtes un ancien administrateur pour la France au FMI et à la Banque mondiale. Vous êtes ancien ambassadeur à l'OCDE. Vous avez été amené de 2007 à 2023 à organiser des conférences de donateurs pour mobiliser l'aide des bailleurs, qu'ils soient internationaux, bilatéraux, enfin, des bailleurs internationaux, que ce soit à l'échelle bilatérale ou multilatérale. Cela en faveur de nombreux pays, pour l'Afghanistan, dans les Balkans, à Haïti, au Liban, au Mali, en Palestine, pour la Tunisie. Jusqu'en 2023, donc jusqu'à l'an dernier, vous étiez ambassadeur chargé de la coordination de l'aide ou du soutien international au Liban. C'était votre dernier emploi de haut fonctionnaire. Depuis le début du mois de décembre dernier, vous êtes président de la Fondation Amnesty International France, qui finance des projets d'éducation aux droits humains en France, à ne pas confondre avec l'ONG Amnesty International France. Vous pourrez nous en parler également. Et vous êtes, dans le cadre de ce mandat, aujourd'hui amené à solliciter des dons qui sont non plus des dons des États ou des organisations internationales, mais des contribuables français, et pour financer des actions locales et non pas des actions à l'échelle internationale. Donc, vous allez ce soir partager avec nous vos réflexions sur ces deux expériences qui sont des expériences singulières. Et puis ensuite, on ouvre la discussion avec nos participants. Donc, je tiens à vous remercier à nouveau très, très chaleureusement pour votre présence, cher Pierre, et je vous passe immédiatement la parole. C'est moi qui vous remercie, Bernard. Nous avons beaucoup de choses en commun, à commencer par le Liban. Merci à celles et ceux qui sont là. Je ne vois que Bernard Algoul, mais je vois des noms, des numéros ou des dessins de bande dessinée. Bienvenue à toutes et tous. Par rapport à ce que vous rappelez de ma carrière, et ceci peut-être pour permettre encore aux derniers courageux d'arriver, j'ai fait Ecofi donc à Sciences Po et pas service public, alors même que je suis rentré à l'ENA après. Et j'ai fait toute ma carrière dans le service public, sauf quand même 2 ans dans une banque qui était nationalisée à l'époque, la Banque Anno-Suède. Mais donc j'étais un vieux serviteur de l'État. Et lorsque je suis rentré de Washington en octobre 2007, où j'avais passé 6 ans, on m'a proposé de faire une conférence des donateurs pour la Palestine. On étant le président de la République française de l'époque, Nicolas Sarkozy, et le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Et puis, comme ça a plutôt marché, je vous dirai un mot des conférences internationales de donateurs. Le président Sarkozy m'a assigné Haïti après le tremblement de terre, pardon, l'Afghanistan en 2008, Haïti après le tremblement de terre de janvier 2010. Son successeur, François Hollande, m'a donné le Mali en janvier 2013, au moment de l'intervention Serval, puis la Tunisie et les Balkans en 2014, et le président de la République actuelle m'a chargé du Liban, si je puis dire, d'abord à temps partiel à partir de la fin 17, et puis à plein temps après l'explosion du port en août 2020. Donc j'ai fait beaucoup de conférences internationales de donateurs.
Et je crois presque avoir inventé un métier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conférence internationale de donateurs? C'est une sorte de téléthon pays, c'est-à-dire qu'on fait appel à la charité de pays donateurs, autres pays, d'organisations internationales. La différence fondamentale avec le téléthon, c'est que le malade, le pays en crise, promet de faire des réformes, de ne plus boire ou de ne plus se droguer s'il s'agissait d'un malade. Donc, il faut qu'il promette des réformes. Il les fait ou il ne les fait pas. Et c'est là tout le problème de l'exercice, c'est que souvent on est dans un cercle vicieux, il ne les fait pas et les donateurs ne tiennent pas leurs promesses et chacun accuse l'autre. Le pays récipiendaire dit je n'ai pas fait les réformes demandées parce que vous ne m'avez pas donné d'argent et les pays donateurs disent c'est de votre faute, vous auriez dû réformer. J'ai calculé pour cet exercice et plus tard que les conférences internationales des donateurs dont j'ai été pleinement l'organisateur ou le co-organisateur ont permis, sur les divers pays que vous avez cités, Bernard, d'accueillir, enfin de réceptionner 50 milliards de dollars de promesses, d'aide, de pledge, comme on dit dans le jargon. Tout cet argent n'a pas été versé, loin de là, et je dirais même que pour celle que j'ai faite sur le Liban en avril 18, qui s'appelait La CEDRE, la conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises, 11 milliards de dollars de promesses, zéro versé. Et je me félicite presque que cela soit le cas, parce que le gouvernement libanais n'a rien fait et donc rien n'a été versé. Alors aujourd'hui, effectivement, je traque, si je puis dire, les dons de quelques milliers d'euros. On est loin des milliards pour la Fondation Amnesty International France, qui effectivement n'est pas l'ONG. L'ONG fait du plaidoyer, la Fondation fait du financement de projets, j'y reviendrai. Donc je suis passé de macro fundraiser à micro fundraiser. Il y a des points communs, il y a des différences. J'ai plus d'expérience dans le premier métier que j'ai donc exercé en discontinu de 2007 à 2023 que dans le second où j'ai commencé en décembre. Mais il y a quand même, et donc parlons du global vers le local, je vous parlerai peut-être un peu plus du global, mais il y a quand même des points communs. Je vais vous traiter le sujet sous 6 questions. Qui parle? 5 questions, pardon. Qui parle? Comment parle-t-on? De quelle aide parle-t-on? De quoi, donc? Quand parle-t-on? Et enfin, avec qui? Et aux côtés de qui parle-t-on? Tout ça quand on collecte effectivement des fonds. Alors, ma première question, c'est qui parle? Et je pense là que la réputation du collecteur de fonds est essentielle. Sous divers aspects. D'abord, quel lien a-t-il avec le bénéficiaire? Quand on organise une conférence internationale de donateurs, on ne fait pas ça seulement pour le pays récipiendaire. C'est aussi, bien entendu, un outil de géopolitique, de géoéconomie. Et il faut que l'organisateur, le collecteur, soit légitime pour le récipiendaire et pour les autres bailleurs. Et dans la liste que je vous ai donnée, les moments où les pays m'ont été donnés, si je puis dire, vous aurez compris que ce sont des pays auxquels la France, historiquement, ou à un moment ou à un autre, s'est particulièrement intéressée. Donc il faut cette légitimité. Et la réputation de l'organisateur compte pour les autres pays, pour les organisations internationales qu'on appelle à donner, et pour le récipiendaire. Ben, idem là pour la Fondation Amnesty International France. Celle-ci collecte des dons IFI, je reviendrai pour l'essentiel, ou impôt sur le revenu, mais finance ensuite de petites ONG avec des montants qui ne sont pas énormes, en milliers d'euros. Mais elle apporte le sceau Amnesty International, la respectabilité Amnesty International à des ONG qui ne sont pas des filiales d'Amnesty International, qui sont différentes. Donc le lien est important à la réputation du collecteur de fonds. Ça renvoie, deuxième idée, à sa propre gestion.
Et quand j'ai donné à tous les pays dont on a parlé des conseils de politique économique, je m'en demandais toujours, mais nous, France, l'a-t-on fait? Le ferait-on en France? A-t-on été capable de le faire? La réponse n'était pas toujours oui. Et donc, une certaine pudeur, c'est aussi, je ne crois pas que vous l'ayez rappelé, l'ancien conseiller économique de Premier ministre français qui avait ça en tête. Est-ce qu'en France, je l'ai été de 97 à 2001, est-ce qu'en France, on aurait été capable de faire cela? Quand vous avez des fondations ou des ONG mal gérées, sans choquer personne, puisque la situation a été améliorée, je pense à l'association de la recherche pour le cancer, l'ARC, ou aux orphelins apprentis d'Auteuil, euh, vous finissez par perdre la crédibilité, bien entendu. Donc, il faut que la Fondation Amnesty International France, mais aussi celle qui lui donne son nom, Amnesty International, soit crédible, bien gérée, avec en plus, c'est une chose à noter pour Amnesty International, elle est dans un système mondial par rapport à d'autres ONG dont elle n'est pas à l'origine. Il y a des ONG françaises qui ont essaimé, je pense à Scène Médicale notamment, mais la création d'Amnesty International à Londres et une section française avec un secrétariat international à Londres. Et ça me rappelle, même s'il n'y a pas des fondations de même type que la française dans beaucoup d'autres pays, ce que j'en vois me rappelle le fonctionnement du système mondial interétatique et le rôle que joue le centre par rapport à la périphérie. Mon troisième sous-point sous ce qui parle, il faut donc comment assurer la transparence totale. Euh, il y a toujours dans le système mondial, pour les conférences internationales de donateurs, le soupçon que l'argent collecté soit au mieux euh, gaspillé, au pire détourné. Et donc, connaître les circuits financiers du récipiendaire est essentiel. Je vais vous dire, c'est pas l'actualité qui m'y conduit, c'est mon expérience. Le pays pour lequel j'ai eu le plus confiance sur ces circuits financiers, la période où je m'en suis occupé, de 2007 à 2014, était la Palestine, qui avait son budget sur Internet tous les mois, ce qui n'est pas le cas de la France. La Fondation Amnesty International France se trouve à la fois réceptrice de dons et distributrice de subventions. Elle se doit donc d'être d'une transparence totale dans les deux sens. Et vous l'aurez vu si vous avez pris la peine de jeter un coup d'œil sur les liens que l'association a bien voulu vous envoyer. Donc, qui parle? La réputation du collecteur est essentielle. Deuxièmement, comment parle-t-on? Je pense là que l'appel à la charité publique est peut-être nécessaire, il n'est jamais suffisant. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a concurrence entre les bonnes causes, entre pays en difficulté, entre ONG, parce que les ressources sont limitées pour tout le monde, qu'il s'agisse de donateurs pays qui font de l'aide publique au développement ou qu'il s'agisse de personnes physiques, parce que surtout l'émotion ne marche qu'un temps. Et il y a toujours des conférences de donateurs après une crise, une catastrophe naturelle, une guerre civile, que sais-je. Les ONG se mobilisent aussi d'ailleurs. Et ce que j'ai vu à son acmé, c'est ce qui s'est passé sur Haïti après le tremblement de terre. La tragédie mobilise, mais très très vite, on réfléchit au pourquoi de la tragédie. On en arrive à voir qu'il n'y avait pas assez d'État. C'est la cause la plus fréquente pour prévenir la dite tragédie ou pour en dispenser les remèdes. Et donc, pour collecter de l'argent au niveau international pour des bonnes causes, au niveau global, il ne faut pas simplement dire il y a une tragédie. Il faut raconter une histoire. Au sens, pas des histoires, une vraie histoire, une stratégie qui aille au-delà et en deçà de l'émotion et qui dise des choses comme on va lutter contre la corruption, on va lutter contre le terrorisme, on va bâtir l'État, on va réduire les inégalités, on va insérer le pays dans l'économie régionale ou mondiale. Tout cela doit être fait avec le pays récipiendaire, sinon par lui. Avec un outil comme la Fondation Amnesty International France, on ne peut pas s'appuyer sur les émotions. Euh, L'éducation aux droits humains en France est un vrai problème.
Et on l'a vu, nous faisons donc des appels à projets et on a eu il y a 2 mois 4 fois plus de demandes de financement que d'habitude. Donc il y a une demande, d'autant plus que baissent les subventions publiques aux associations, même s'il ne faut jamais oublier que quand un donateur fait un don, s'il fait un don sous impôt sur le revenu, ben, 2 tiers sont financés par l'État. Et s'il fait un don sous impôt sur la fortune immobilière, 3 quarts sont financés par l'État. Ce n'est pas en plus, on n'est pas dans l'émotion, parce que ce n'est pas seulement l'éducation des enfants des écoles, même si la campagne de pub le laisse supposer, mais des choses aussi diverses que les bonnes pratiques dans le sport, les bonnes pratiques dans un festival de musique techno, la formation de jurés d'assises, etc., etc. Il y a une forte tendance que je vois chez Amnesty à vendre l'avantage fiscal. Je ne suis pas sûr que cela suffise. Et juste un chiffre, il y a en gros sur l'impôt sur la fortune immobilière 170 000 foyers imposables. Seulement 20% financent des fondations. Donc, si vous êtes contribuable à l'IFI, je vous invite bien entendu à faire monter ce chiffre. C'est quand même dommage. L'État finance les 3 quarts de votre don. Troisièmement, de quelle aide parle-t-on? Je réponds là que idéalement l'aide doit être non fléchée. Mais en pratique, malheureusement, ça marche mieux avec le donateur si elle l'est. C'est un débat fondamental en aide publique au développement que celui entre aide projet et aide budgétaire. Alors, aide projet, on comprend bien, c'est des projets bien identifiés, financer un hôpital, un pont, une école, que sais-je. Euh, mais c'est pas ça qui fera le développement du pays. C'est le financement du système éducatif, de la réforme de la justice, la mise au point d'une comptabilité publique, que sais-je. Donc, ce qu'on va appeler aide programme ou aide budgétaire, donc le financement des grandes fonctions régaliennes de l'État récipiendaire ou de ses fonctions sociales. Le drame, c'est que dans le système des conférences de donateurs, les contribuables, les parlementaires, veulent financer de l'aide projet. Parce que l'avantage de l'aide projet, c'est qu'on plante un drapeau et que l'ambassadeur inaugure l'hôpital, le pont, l'école, etc. Alors qu'on n'inaugure pas une profonde réforme de la justice ou la mise au point d'une comptabilité budgétaire au public. Et le risque de jamais construire l'État, ou pire encore, de construire des structures para-étatiques qui sont contrôlées par les États bailleurs ou même par les ONG. Bon, en passant, la version intermédiaire, c'est l'aide budgétaire fléchée. On dit, ah ben, je veux bien faire de l'aide budgétaire, mais pas dans l'éducation, parce qu'Haïti n'en voulait pas. L'éducation en Haïti, c'est privé. Donc, financer, avoir un système public, c'est toucher aux libertés en Haïti. Les États-Unis républicains disent souvent, je veux bien faire du financement de la santé, mais pas la santé de la reproduction, etc. Et je vois bien avec les donateurs de la Fondation Amnesty International France que c'est bien le financement des projets concrets de terrain qui leur parle, plus que l'action de plaidoyer de l'ONG Amnesty, que j'apparente à de l'aide budgétaire. Donc. Et nous-mêmes, d'ailleurs, bon, sérieusement, nous finançons d'autres ONG, mais nous répugnons à financer trop les frais de fonctionnement. Nous voulons financer ce qui paraît être du concret. Donc, c'est un vrai sujet. L'idéal, je pense, c'est l'aide non fléchée, on va dire budgétaire, dans le système mondial, mais en pratique, ça marche mieux si elle l'est. Bon, ma quatrième question est pour dire quand parle-t-on? Et ma réponse à celle-là est il faut s'inscrire dans la durée, même si par définition, ou presque, on est dans une crise. Euh, les conférences internationales de donateurs sont souvent des événements one-shot, et je vous dis le cercle vicieux dans lequel on pouvait tomber. Euh, et donc, pour qu'on ne tombe pas dans ce cercle vicieux, il faut un suivi des engagements des donateurs, des engagements du pays, et par tous les moyens possibles et imaginables, avec des tableaux, des réunions, des dîners, des conférences de suivi, des visites de projets, etc. Peu de pays organisateurs de conférences internationales au plan mondial le font. Et du coup, il y a le risque, effectivement, parce que le pays se sent
redevables ayant fait une promesse de celle-ci, d'une partie de celle-ci, que l'aide soit versée, alors même que rien ne le justifierait. Et c'était sur la CEDRE la crainte de la société civile et l'espoir des autorités libanaises, puisque dans le passé, nous avions, la communauté internationale, pu verser de l'argent, alors même que rien ne bougeait au Liban. Or, tout était dit dans le titre même, hein, conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises. Le R était d'une grande clarté. Il n'a pas été entendu, mais aussi bien du côté de ceux qui craignaient qu'on verse que de ceux qui espéraient qu'on verse. La Fondation Amnesty International France demande des rapports d'exécution des projets, fait des réunions d'évaluation, donc, et dans la relation avec ses récipiendaires. La chance qu'elle a, et qu'ont les fondations, les ONG en général, par rapport à une collecte niveau global, c'est qu'il n'y a pas deux temps. Quand vous faites une conférence internationale des donateurs, vous avez le rassemblement de ministres, de chefs d'État et de gouvernement, etc., et ils font des promesses. Après quoi, il appartient aux pays organisateurs d'aller vérifier que ces promesses sont mises en œuvre, si bien entendu le pays récipiendaire a tenu ou commence à tenir les siennes. Donc, il y a une distinction entre la promesse, dans le jargon, je le répète, on utilise le mot anglais pledge, et le versement. L'avantage de cette collecte locale, c'est que les donateurs promettent et donnent en même temps. Donc, et ce que recherchent les ONG et les fondations d'ONG, que sais-je, c'est même que le donateur soit mensualisé. Donc, non seulement qu'il n'y ait pas le pressé deux fois, mais qu'il n'y ait même pas le pressé une fois. Et le une fois pour l'impôt sur la fortune immobilière, c'est en ce moment, hein, parce que c'est maintenant qu'on peut donner. Ma cinquième et dernière question, c'est avec qui et aux côtés de qui parle-t-on? Et c'est fondamentalement, c'est très vrai pour l'international, pour le global, mais je pense aussi pour le local, un exercice multilatéral et pas bilatéral. Bon, côté donateur, une conférence internationale des donateurs, il y a toujours la tentation pour le pays organisateur d'être tout seul. Euh, Or, c'est du rêve, parce qu'il faut soi-même mettre beaucoup d'argent, et parfois on n'en a pas, et la France est assez spécialiste d'appeler les autres à donner. Je ne parle pas que des pays dont j'ai eu la charge, sans vouloir toujours mettre de l'argent. Or, il faut quand même soi-même montrer le chemin, sachant que, en gros, sur un pays quelconque, si l'UE met 100, 16 viennent de la France, hein, il faut s'en souvenir quand même. On ne le voit pas forcément. C'est difficile aussi d'avoir toute l'expertise, et cette expertise, vous la trouvez avec les organisations économiques internationales, les institutions de Bretton Woods, l'ONU, etc. C'est difficile quand on prétend entraîner d'autres pays à donner, de ne pas le faire, donc. Et puis, c'est aussi difficile quand l'histoire vous impose des partenaires. Bon, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est la Palestine, où il est hors de question de faire une conférence d'aide à la Palestine si vous n'incluez pas la Norvège, qui considère que, depuis les accords d'Oslo, il y a 30 ans, que c'est son affaire. Généralement, il faut donc constituer un core group, un steering committee, un comité directeur, et il faut le constituer et le gérer. C'est l'essence de la diplomatie multilatérale. Et même quand on n'est pas le principal, on peut passer des idées. Sur Haïti, je me suis trouvé en fait dans la position de numéro 2, derrière les États-Unis d'Amérique. Mais j'ai en fait, bon, en confiance avec ma correspondante de l'époque qui était la directrice de cabinet d'Hillary Clinton, secrétaire d'État, j'ai bâti en fait tout le processus qui a mené à la conférence des donateurs fin mars 2010 avec des réunions préparatoires de tous les acteurs non étatiques. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Les ONG, les entreprises, les collectivités locales, les diasporas, tout ça venant du monde entier pour aider Haïti. Voilà côté donateur. Côté récipiendaire, euh, généralement, un pays donateur quelconque adore tel ou tel ministre, tel ou tel ministère.
jugés plus efficaces, moins corrompus, que sais-je. Il faut absolument se garder de cela. Il faut parler à tous, même les corrompus, même les peu efficaces, même les moins réformateurs. J'ai presque envie de dire surtout tout cela, parce que c'est cela qu'il faut convaincre de changer, de bouger, etc. Et puis, il faut aussi parler, y compris côté récipiendaire, à tous les acteurs non gouvernementaux. Le Parlement, les collectivités territoriales, les ONG, les entreprises, les ONG du pays récipiendaire, hein, voire les diasporas. Donc, j'ai toujours fait cela. Euh, le souvenir qui m'est revenu préparant cette présentation, c'est l'Afghanistan, où nous avons fait une très très grande réunion à Paris, qui était là, nous sommes en mai 2008. La première du genre, et il y avait un paquet de gens dans l'audience qui, on va dire sous cette forme, n'étaient pas des talibans totalement modérés. Et donc, faire comprendre à tout le monde que bah, il fallait aussi parler à ces gens-là n'était pas facile. Côté Fondation Amnesty International France, je réfléchis des deux côtés. Il n'y a pas eu à ce stade, sauf une conférence Zoom guerre suivie, mais c'est la loi du genre, je crains d'événements particuliers pour les grands donateurs, mais j'ai quand même tendance à penser que par grand donateur, il faut entendre des gens qui mettent, qui donnent quelques milliers d'euros. Hein. C'est quand même convenable. Euh, Symétriquement, du côté des porteurs de projets, des gens que nous finançons dans divers domaines, j'en ai cité quelques-uns, dans toute la France, ils ne se rendent compte pas forcément et parfois, ils n'ont même pas de contact avec le groupe local d'Amnesty International de l'ONG elle-même. Euh, il y a une différence fondamentale néanmoins entre le travail, entre guillemets, la mission que j'exerce actuellement et le métier que j'ai exercé avant, c'est que les autres acteurs que nous fréquentons ne sont pas sceptiques, ne sont pas jaloux, ne sont pas contestataires, alors que dans le monde interétatique, c'est le cas. Ou la contestation par les ONG qui, par hypothèse, imaginent que les États fonctionnent mal. Donc, il y a beaucoup plus de bienveillance réelle dans ce système et je m'en félicite. J'en ai terminé une dernière précision sur les points communs euh, vus de France et d'un Français. Bien entendu, ça va sans dire, mais ça va mieux en disant, je conduis cette mission à la Fondation Amnesty International France de manière bénévole. J'ai été payé comme haut fonctionnaire français pour faire le travail précédent, fort convenablement, mais je me suis quand même toujours dit qu'avoir inventé cet acronyme dont je vous ai assommé, la CEDRE, Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises, m'aurait sans doute, si j'avais été dans le privé, rapporté 200, 300, 400 000 euros. Bon, dans les gens qui devaient venir, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de consultants, ils pourraient éventuellement confirmer. Et deuxièmement, le point commun qui n'est pas évident, c'est que comme il s'agit de mission, hein, dans l'administration, on appelle ça l'administration de mission, c'est-à-dire des équipes qui se montent et se démontent avec l'actualité. Les équipes que j'ai conduites en interministériel sur les divers pays, elles ont eu un temps de vie limité. Euh, on est toujours en manque de moyens, de ressources humaines, de moyens tout court. Et c'est aussi le cas à la Fondation Amnesty International France. J'ai la chance d'avoir, et ça c'est le sujet d'un autre débat, à la fois des salariés efficaces et des bénévoles, et des bénévoles qui travaillent plusieurs jours par semaine éventuellement sur ce sujet. Bon, voilà, merci Bernard de m'avoir conduit à ce travail d'introspection et de mise en perspective. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et je suis prêt, bien sûr, et surtout la FAIF est prête, bien sûr, à accueillir tous vos dons. Si vous êtes contribuable à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'instant, c'est le moment, parce que vous approchez de la date limite. Et si vous êtes contribuable à l'IR, faites-le aussi. Mettez bien Fondation Amnesty International France, parce que sinon,
ça peut partir à Amnesty International France. Donc, si vous voulez faire du financement de projet, mettez Fondation Amnesty International France. Merci à toutes et tous. Bon, vous êtes les meilleurs parce que vous êtes là. Et donc, je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup, cher Pierre, pour cet exercice. Je trouve tout à fait inédit de par vos expériences entre le global et le local. Et je pense que ce travail que vous avez fait, cette réflexion très articulée que vous venez de nous présenter, mériterait, mais je pense mérite et c'est peut-être un de vos projets, mais d'être couché par écrit à travers voilà, un petit livre probablement qui serait très bien accueilli par le secteur de l'économie sociale et solidaire notamment. Mais je referme cette l'exercice est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel et très enrichissant pour moi dans mes fonctions de directeur d'association. Chers camarades, la parole est à vous si vous avez des remarques, des commentaires. Vous pouvez intervenir en direct si vous le souhaitez ou à travers le fil de discussion. N'hésitez pas. Et soyez gentils de dire qui vous êtes. Certains se dévoilent. Florence, tu souhaites intervenir? On t'entend pas, Florence, en revanche. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc, ex-DRH et aujourd'hui bénévole, notamment sur des questions de comité d'éthique et voilà, dans des associations. J'avais deux questions. J'avais une question, oui. J'en avais une autour un peu de, voilà, parce que vous êtes sur un sujet, vous puisez l'eau avec la petite cuillère. Donc, comment vous faites pour, voilà, c'est quoi votre secret pour continuer à être, voilà, toujours au taquet, et à renouveler votre énergie et aussi les énergies de vos équipes à côté de vous? Ou est-ce que j'ai pas du tout une bonne approche de la situation? Et le deuxième, vous avez parlé que vous aviez des bénévoles. Donc, est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles sur des profils particuliers? C'est la poursuite de l'introspection. Comment je demeure énergétique, il n'y a pas de mot en français, enfin, Oui, c'est ça. avec de l'énergie, je ne sais pas, il faudrait demander à tout le monde autour de moi. Les causes que j'ai eu à servir, y compris là maintenant, me passionnent. Alors, je vais, parce que la question invite à être indiscret, vous dire la chose suivante. Euh, on n'est pas venu me chercher pour la Fondation Amnesty International. Et il se trouve qu'un copain, il se trouve que j'ai milité dans cette organisation quand j'étais jeune, entre 20 et 30, pour faire l'ONG, pour faire bref. Et un copain m'a dit, tiens, j'ai reçu ça, bah, j'ai vu ce truc, si ça t'intéresse. Et je suis rentré dans un processus complètement amnestien, c'est-à-dire ou, parce que vous dites que vous êtes DRH, ou DRH, c'est-à-dire audition, présentation de projet, etc. etc. Donc, on n'est pas venu chercher Pierre Duquesne. C'est moi qui ai candidaté avec d'autres. Et j'ai compris qu'une des interrogations du processus, j'ai compris après coup, c'était, mais oui, certes, peut-être, il a été militant d'Amnesty International dans sa jeunesse, mais il ne l'est plus. Et donc, est-ce que c'est bien ou pas bien? Bon, peut-être ont-ils trouvé que j'avais effectivement encore, quoique, enfin, je suis devenu jeune retraité après avoir été vieux fonctionnaire, donc je suis jeune retraité. J'ai encore un peu d'énergie, mais je crois sincèrement que ce qui me meut, c'est que les causes sont bonnes, hein, et que véritablement, je suis convaincu que l'éducation aux droits humains en France, chez nous, c'est central, hein. Je le pensais, bon, je le vérifie et je suis assez fasciné, ça aussi, ça me donne de l'énergie, de voir qu'il y a dans toute la France des ONG qui font des trucs. Je vous ai cité en passant, c'est un projet qu'on a approuvé
qui est à peine lancé donc, il y a quelques semaines, et c'est l'œuvre de Colomb, formation de jurés d'assises. Vous avez des gens qui sont tirés au sort, qui se retrouvent jurés, ne savent absolument pas ce dont il s'agit, et, euh, et qui, bon, déjà, ont besoin d'un minimum de formation et d'information, et après, peuvent être mal, hein, parce que c'est pas drôle. Enfin, je ne l'ai jamais été, mais pas forcément drôle. Donc, il faut faire aussi un débriefing plutôt psychologique que ça. Et c'est un projet d'une ONG en Nouvelle-Aquitaine. Moi, je trouve que voilà, je trouve que ça me donne de l'énergie, ça, de voir que des gens ont des idées de ce genre, etc. Écoutez, sur le deuxième point, il n'y a pas eu il n'y a pas eu effectivement d'appel d'offres pour dire si vous voulez être bénévole, mais voilà, si vous avez des idées, s'il y a des gens, euh, surtout si la demande, bon, le but c'est d'augmenter la collecte, le secrétariat national d'Amnesty. En gros, j'étais fasciné de découvrir que on utilisait au secrétariat national d'Amnesty le vocabulaire de l'administration ou peut-être des entreprises en parlant de d'ETP. Donc, c'est équivalent temps plein. Ça me fascine complètement. Bon, il y a une centaine de personnes au secrétariat national d'Amnesty. Et il y en a entre un et demi et 2 ETP, voilà, pour la fondation. C'est pas énorme. Donc, avec le développement que je souhaite de celle-ci et du côté collecte et du côté projet, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Bon, il y aura, j'imagine, probablement une exigence d'avoir quand même certaines sympathies avec l'organisation, avec l'ONG. Hein. Mais merci pour vos dures questions. Merci. Merci Florence. Autre questions, remarques, commentaires? Bon, en attendant, moi, j'en aurais une, Pierre. Le profil le profil du donateur type de la Fondation Amnesty International, est-ce que c'est un profil différent de celui de l'ONG? Et d'une manière plus générale, est-ce que c'est un profil différent du donateur français type qui pourrait aller chez Médecins sans frontières, Handicap International ou autre? Est-ce qu'il y a une spécificité du donateur à la fondation? Et si oui, quelles sont-elles? Au bout de 5 mois et demi, la courte réponse, c'est que je ne sais pas vous répondre. Mm. Je ne connais pas dans le détail, mais je vois quand même, puisque effectivement, nous sommes encore dans un peu de l'artisanal. J'ai des contacts, je fais de la relation, je ne sais pas que le dire, c'est pas client, enfin, j'ai des contacts téléphoniques avec les grands donateurs en tout cas. J'ai écrit mes vœux à la main à tous ceux qui avaient donné plus de 500 euros en début d'année, etc. Et puis avec gros travail fait derrière par le secrétariat national d'Amnesty qui me donne les informations nécessaires. Pour le moment, c'est essentiellement du don IFI, Mhm. ce qui veut dire très clairement des gens qui ont un patrimoine immobilier. Donc, ce n'est pas le donateur tout à fait lambda d'Amnesty. Maintenant, qui dit patrimoine immobilier ne veut pas dire forcément très riche. Enfin, je ne sais absolument pas qui est devant moi, mais je suis donateur IFI. Et pour cela, il suffit de ne plus avoir de dette et d'avoir un appartement ou un appartement et un studio dans Paris. Ça va être très très vite selon l'endroit où vous habitez. Donc vous n'êtes à ce moment-là pas contribuable pour des centaines de milliers d'euros, même des dizaines de milliers d'euros, mais vous êtes contribuable pour des milliers d'euros. Et
je vois, et puis j'en parle du coup avec les gens que je connais, j'incite des gens qui ne donnent pas. Je vous ai dit ce chiffre qui m'a sidéré, ça a été confirmé par une étude de l'administration fiscale il y a 2, 3 semaines. 80% des donateurs, des contribuables à l'IFI ne donnent rien. Or, je le dis pour ceux qui, peut-être dans les 8 ou 9 qui sont là, seraient donateurs à l'IFI, c'est quand même très, très agréable jusqu'à la date limite de se dire je ne donnerai rien à l'État et je choisis mes bénéficiaires. Et vous pouvez le faire jusqu'à votre date de déclaration d'impôt hier/IFI. Je trouve que c'est intellectuellement plus agréable que l'hier, où, bon, d'abord, c'est 9% de plus hein, de déduction, mais l'IR, ça vous diminue votre revenu imposable, mais au bout du bout, il y a quand même de l'argent qui va à l'État. L'IFI, il y a des contribuables, pour l'exonération fiscale est limitée à 50 000 euros. Donc, il y a quand même des contribuables qui payent plus de 50 000 euros d'IFI. Voilà, ce n'est pas la majorité. Donc, vous pouvez avoir le sentiment de... Donc, et pour en parler avec donc, quelques donateurs, pour voir un peu, je crois qu'il y a, bon, le saut amnesty compte, ça c'est clair. Et l'idée, je vous l'ai dit, l'idée qu'on ne finance pas une masse de frais de fonctionnement, euh, c'est mais des projets dont on peut voir dans le rapport annuel ce qu'ils sont, qui sont très concrets. Ça joue. Bon, maintenant, je suis extrêmement modeste et prudent. Je répète, ça fait 5 mois et demi que je fais cela. Donc, alors la comparaison avec tous les autres, je sais pas vous dire. Euh, il y a une double, triple comparaison à faire. C'est-à-dire une comparaison, bon, effectivement, entre le donateur à l'ONG et le donateur à la fondation. Bon, beaucoup de donateurs à la fondation sont donateurs à l'ONG, hein, mais ça leur permet de financer autre chose. Et de fondation à fondation. Et alors, en ce moment, ma boîte aux lettres est une cour des miracles, parce que c'est effectivement la période d'appel aux dons ici. Et donc, du coup, je fais attention, enfin, j'y faisais attention, mais je fais plus attention encore que par le passé, à la manière d'appâter le chaland. Et je vois qu'il y a effectivement un paquet de fondations qui mettent en lumière, en premier lieu, l'avantage fiscal, mais qu'il y a de plus en plus, autant qu'ils m'en souviennent, des gens qui disent, ben voilà ce qu'on fait avec votre argent, et vous pouvez faire du fléché maintenant. Vous pouvez dire, je veux que mon argent, quand vous donnez une fondation généraliste comme la Fondation de France, vous pouvez dire, je veux que mon argent à tel endroit, tel endroit, tel... Donc voilà, bon, je vous fais une longue réponse parce qu'on a le temps, mais pour être plus courte, vous disant que j'ai encore beaucoup à apprendre en la matière. Alors, on a une question dans le fil de discussion. C'est Étienne Brissonnet qui vous la pose, qui vous remercie pour cette présentation très intéressante, qui n'est pas en mesure de vous poser sa question de vive voix. Mais voici sa question. Comment favoriser l'engagement de grands donateurs individuels dans le financement de projets d'intérêt général et comment les fidéliser et quelle place doivent-ils jouer, selon vous, dans la durée? Bon, vaste programme là aussi. Pour le moment, bon, le travail repose beaucoup sur des envois réguliers de courriers, de mails, etc. Plutôt en période chaude, donc, c'est-à-dire maintenant, puisqu'on est effectivement avec la Fondation plutôt sur des contribuables IFI. Les remerciements, etc. Enfin, c'est avant, pendant, après. Ça m'occupe pas mal personnellement. Je veux dire, alors, je ne pense pas que ça soit une méthode totalement viable sur le long terme. Enfin, à mesure que, parce que bon, ça ne peut pas rester aussi artisanal que cela. Mais il y a un gros travail. Bon, l'ONG collecte énormément, bien plus que nous.
et a donc mis en place des systèmes très élaborés qui sont tout à fait partiellement utilisés pour la fondation. Euh, je sens dans mes contacts, parce que j'ai appelé personnellement, assez frappant, oui, sur le profil type, votre question précédente, Bernard, c'est pas que des Parisiens. Donc, j'ai pris mon propre exemple de propriétaire d'immobilier parisien. Bon, la statistique globale, c'est 25% des contribuables à l'IFI sont parisiens. Il n'y a pas que ça. On doit être de ce que j'ai en tête des tableaux que j'ai vus, on est dans cette moyenne. Euh, il y a des gens qui ont. Enfin, globalement, les gens sont contents de savoir. Bon, je vais dire les choses. Enfin, je ne devrais pas les dire aussi crûment que cela, mais ce que je fais n'était pas fait avant. Donc, ils sont quand même contents d'avoir, de se dire, c'est pas juste une machine. Si je mets le doigt sur la carte qui m'a été envoyée, ben, ça bave. C'est un truc que j'ai Wow. fait. J'ai le gars en ligne. Bon, alors parfois, on les embête un peu, quoi, parce qu'ils se disent, je donne à Amnesty International, la fondation Amnesty International, c'est bien, c'est sérieux. Voilà, point. Qu'on ne m'embête pas trop derrière. Mais donc voilà, dans la fidélisation, il y a à la fois des moyens scientifiques, de la relation humaine, de l'analyse scientifique. Bon, moi, alors une fois que je vous ai dit cela, je vous dis tout, parce que j'ai été donateur d'Amnesty International France, mais on va dire que les temps ont changé. Pendant 30 ans, un beau matin, pour des raisons que je peux raconter, j'ai cessé de donner et personne ne m'a relancé. Donc, nous étions en 2012, en 2010, donc c'est vieux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'étant montré a peut-être envie de parler, non? Oui, voilà, moi j'avais une question à vous poser. En fait, c'est plutôt si on a un projet assez important, là, ce sera en matière d'éducation et à l'étranger, comment est-ce qu'on peut, comment savoir où s'adresser pour pouvoir bénéficier de financement, soit institutionnel, soit de fondations plus spécialisées, soit même de particuliers, comment s'y prendre? Alors, pour ce qui concerne la Fondation Amnesty International France, elle ne finance que des projets d'éducation aux droits humains en France. En France, voilà. Mhm. Hein. Donc, nous ne faisons pas euh, de l'aide au développement à l'étranger, si vous voulez. Euh, il fut un temps où Amnesty International, dans tout le système mondial Amnesty International, s'interdisait de travailler ou de parler de son propre pays. Moi, quand j'étais jeune militant, la section française ne faisait strictement rien en France. Donc, n'était pas amené à commenter, pas plus que la section britannique au Royaume-Uni. Ce temps a changé. Donc, vous voyez que l'ONG dit des choses sur la France. Symétriquement, si je puis dire, la Fondation ne finance que des projets d'éducation aux droits humains en France. Euh, Si vous êtes là-dedans, bah écoutez, on fait deux, trois appels à projets par an. Tout est expliqué. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup de sous parce que on n'est pas encore très gros. Hein. Donc, mais de fait, comme je l'ai dit, il y a à la fois l'aspect argent et l'aspect saut amnesty qui peuvent être importants. Donc, vous répondez à un appel à projet, c'est assez bien expliqué comment ça fonctionne et euh, on a en ce moment, bon, c'est aussi pour ça que je fais un peu de retape, on a trop de demandes par rapport à ce que sont nos ressources. Donc, s'il y a caché derrière leur nom ou leur prénom ou leur numéro, il y avait un numéro tout à l'heure oui, qui a disparu, des gens qui veulent donner à la fondation, ils sont plus que bienvenus ou qui veulent faire donner. Euh, donc voilà, bon, sinon, vous avez dit éducation tout court, bon, il y a quantité d'ONG et de fondations qui sont dans ces domaines. Hein. Mhm. Moi, je suis frappé, enfin, je le répète sous une autre forme.
il y a plein de petits projets en province. Enfin, la question de Madame Dumais était intéressante. C'est vraiment ma grande découverte depuis 5 mois et quelques, c'est de voir à quel point la vie associative, je m'en doutais un peu, mais en, pardon, en province, hein, j'aime pas dire en région, mais euh, est riche. Hein, et il y a plein de choses ici ou là. Là, il y a une main jaune, donc je m'arrête, hein. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous demander, vous avez beaucoup mentionné les personnes, les individuels. Qu'en est-il au niveau des entreprises? C'est une excellente question. Merci. Écoutez, pour le moment, il n'y en a pas dans les donateurs et je souhaite qu'il y en ait des personnes morales. Euh, Rien ne l'empêche, ni dans les textes généraux législatifs fiscaux français, ni dans les statuts de la Fondation. Euh, Après quoi, Amnesty Worldwide, et je l'ai dit, et il se trouve que je l'ai connue quand elle était plus petite. Quand j'étais militant, il devait y avoir au secrétariat national français tout de suite 5 personnes, hein. Donc, il y a 35 ans, et nous en sommes à 100. Euh, a des critères qui sont ses propres critères et qui sont aussi des critères liés aux règles internationales. Bon, ce que vous voulez éviter à tout prix, c'est bien entendu de l'argent. Bon, il y a eu des cas de ce genre dans le financement de ONG en France, qui viennent de sources pas très nettes, hein, alors, au sens vraiment juridique, judiciaire, fiscal du terme. Et puis, il y a le sujet de ce que fait l'entreprise. Et donc, Amnesty a des règles et des critères pour dire, ben non, les entreprises dans tel secteur, bon, je vais vous citer un domaine simple. Les entreprises d'armement, non. Voilà. Bon. Après, vous avez toute la gamme, où, on va le dire très clairement, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est pas Lafarge, Holcim, non. Bon, on voit bien. Bon, après, il y a des sujets qui sont liés à la politique environnementale, à la politique sociale, etc., etc. Mais c'est un de mes objectifs que de faire venir donc des personnes morales. Je répète, rien ne l'empêche. Il y aura un screening, hein. De même que quand un donateur donne beaucoup, il y a, même personne physique, il y a une interrogation. Bon, il y a tout un paquet de règles internationales. Il se trouve que j'en ai fait beaucoup dans ma vie active et j'ai été, côté foncier, un des créateurs du GAFI, groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment. Donc je comprends ces règles, hein. Et puis, il y a des règles que rajoute Amnesty sur la nature de l'activité de la boîte. Mais si vous avez des idées, écrivez-moi, hein. Vous pouvez m'écrire à pduquesne, @amnesty.fr. Et juste alors, excusez-moi, je me permets de poursuivre ma question. Est-ce que pour les entreprises, vous pensez ou vous aurez un discours particulier? Là, vous avez beaucoup mentionné les avantages fiscaux pour les personnes physiques, mais est-ce que pour les personnes morales, ce sera surtout un discours lié à la communication? Ou comment est-ce que vous voyez les choses pour attirer ces personnes morales? Ah ben, il y a aussi un avantage fiscal, hein. D'accord. Je crois qu'il y a une déduction de 60% de l'IS, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est D'accord. ni 66 ni 75, mais je crois que c'est 60%. À vérifier quand même, de l'impôt sur les sociétés. Après, bah, effectivement, c'est financer une bonne cause. Si votre question est, est-ce qu'il va y avoir le nom de l'entreprise, en gros, à côté?
du projet. Là, pour le moment, je vais le redire autrement, nous recevons des dons, nous malaxons tout ça et nous finançons des projets. Mais monsieur machin, madame truc ne peuvent pas dire c'est moi qui ai financé ce projet-ci, hein. Donc, a priori, on resterait dans cette même, dans ce même raisonnement, mais l'idée de dire, puis tout est une question de montant, hein, l'idée de dire qu'il y ait des remerciements par la fondation à un moment ou à l'autre, enfin, voilà, à voir, hein. Mais je répète, moi je n'insiste pas que sur l'avantage fiscal, même pour les personnes physiques. Voilà. Je vous remercie. Et de rien. Très Voilà, bien. ça commence à se déliter. Oui, les personnes qui sont parties ont tout écrit, un message dans le fil de discussion, voilà, pour indiquer qu'elles devaient se déconnecter, mais qu'elles vous remerciaient pour votre intervention. Mais si quelqu'un a un remords quelconque, n'hésitez pas. Il y a une dernière question, commentaire? Non, on s'arrête là. Bon, bah, écoutez, il nous reste à vous remercier très chaleureusement. Pierre, merci beaucoup. C'était tout à fait stimulant. Et on vous présente voilà, tous nos meilleurs vœux de succès dans cette campagne Ça IFI dépend de vous. qui touche à sa fin. Et puis, vous savez que de toute façon, les portes de Sciences Po d'Alumni vous sont grandes ouvertes et on renouvellera ce type d'exercice de toute façon à l'avenir. Ce n'était qu'une première étape. Merci vraiment à celles et ceux qui étaient là, parce que je ne sais pas si le taux d'attrition est habituel ou pas, mais il y a eu un fort taux d'attrition. Oui, oui, il y a toujours un no-show en fait assez fort et qui peut l'être encore plus sur toute une série d'événements. Les sollicitations sont tellement nombreuses sur un même créneau et sous différentes formes physiques et en ligne. Et évidemment, pas seulement à l'association, mais dans l'ensemble de l'écosystème Sciences Po voilà, ce sont les plus motivés qui se retrouvent autour de l'écran. Les meilleurs, les meilleurs. Mais il y avait une personne qui n'était pas là, que j'ai connue quand j'étais étudiant, que je n'ai quasiment pas revu depuis. Donc, je vous dirai son nom off, mais ça m'aurait Bon. presque amusé de la revoir. Merci à tous, chers Merci alumni. beaucoup. Voilà, merci à vous encore une fois, cher Pierre, et à très bientôt. À bientôt. Au Bonne fin de revoir. journée à tous, au revoir.